bienvenue dans l'épisode 11 de Story First. Je m'appelle Clément, j'ai mon entreprise de production de vidéos depuis 4 ans. Je suis spécialisé dans le sport outdoor comme le ski, le trail, le VTT, mais aussi le sport mécanique comme la moto. J'ai travaillé pour des marques comme The North Face, KTM, Ducati et des événements comme le Dakar ou le Maxi Race. Depuis plus d'1 an, je cherche à pivoter mon entreprise pour réaliser des documentaires parce que c'est le format qui me plaît le plus aujourd'hui. Et du coup, dans ce podcast, je te partage toutes les semaines ma quête pour devenir un meilleur réalisateur et directeur de la photographie dans le film documentaire. Dans chaque épisode, je fais souvent le lien entre le monde de la vidéo, l'entrepreneuriat et le développement personnel, parce que mon équilibre à moi, il se trouve dans le 50-50 entre la partie business et la partie artistique. Et c'est cette vision d'ailleurs que je te partage ici. Donc quand je dis 50-50 entre l'art et le business, ça peut être remplacé par le cœur d'activité, la partie artistique, si tu ne travailles pas dans un domaine artistique. L'objectif, c'est que tu te questionnes toi aussi à travers mes propres idées et que tu as appris au moins une chose à la fin de cet épisode pour devenir meilleur dans ton domaine. J'ai 3 règles, pas de préparation, pas de montage et pas de réécoute. Donc toutes les dingueries que je vais dire, elles vont sortir. Et pour la structure de ce podcast, donc on commence par les actus de la semaine. Voilà, donc actus perso et pro. Et ensuite, je te partage les idées que j'ai eues cette semaine, les questionnements. Donc c'est vraiment tiré de mes expériences personnelles. Donc ça reste vraiment des observations empiriques. Si cet épisode t'a plu, je te laisse t'abonner au podcast et laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Tu peux me dire ce que t'en as pensé sur Instagram, @clément_armand ou en commentaire YouTube. Allez, on est parti. Bon, cette semaine, les amis, il s'est passé beaucoup de choses. Là, tout à l'heure, donc là, actuellement, je suis juste en dessous de Clermont-Ferrand, perdu au milieu de la France, dans un Airbnb, avec Thomas, mon stagiaire. Et tout à l'heure, j'étais sur la route, bien fatigué du tournage que j'ai eu sur la Coupe de France de Ussel. Et je me suis dit, putain, mais j'essaie de me souvenir ce que j'ai fait cette semaine. Je me dis, putain, mais j'ai rien fait cette semaine, j'ai aucun souvenir, j'ai l'impression de ne pas avoir bossé. Et puis là, j'ai préparé vite fait, là, pendant un petit quart d'heure, ce podcast. Et donc j'ai noté tout ce que j'ai fait cette semaine. Et en vrai, il s'est passé plein de trucs. Mais c'est ouf parce que si tu notes pas, t'as l'impression que tu fais jamais rien. Bon, il s'est passé plein de trucs. La semaine dernière, donc previously dans Story First, je vous avais partagé tout mon retour sur la Maxi Race. Comment ça s'était déroulé, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'en retiens, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai ressenti pendant tout le week-end de projet. Et donc je vous ai laissé, j'étais à Chambéry, on avait décalé un tournage. Et donc, voilà, j'ai commencé par faire 3 jours à Chambéry. On s'est pris un petit Airbnb avec mon cher stagiaire Thomas au Loveta. Donc on était perdus dans la montagne, c'était trop bien. Et on en a profité pour faire pas mal de montage. J'ai fait les interviews pour la vidéo YouTube de la Maxi Race qui est sortie hier soir. Voilà, donc trop bien. Thomas, il a monté ça toute la semaine. Et puis j'ai fait pas mal de gestion de projet, de montage... Voilà, tous les trucs qui prennent du temps, genre même des trucs tout cons, genre repréparer les affaires, les batteries, les lessives, enfin tout quoi. Parce qu'on est H24 en déplacement là, pendant tout ce début de mois de juin. Voilà, on en a profité aussi pour aller faire un vol en drone FPV, parce que Thomas il se met au FPV, donc je l'ai fait tester de voler avec mon matos en HD, parce que lui il vole encore en analogique. Et on est aussi allé boire un coup avec mon cher Charles Godet. Donc Charles c'est un pote à moi, un très bon pote à moi, avec qui j'étais en cours en MMI. Donc les 2 ans d'études que j'ai fait, c'était il y a quelques années. Ouais, c'était il y a 4 ans. Et donc, trop cool, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Charles. Il était à Montréal et donc je lui ai présenté Thomas, donc c'est trop cool. Parce que Thomas, depuis qu'il est arrivé, il a rencontré grave de gens qui sont au moins soit qui font de la vidéo, soit qui sont freelance ou qui travaillent à leur compte et qui ont fait par exemple le DUT MMI. Donc c'est les études que fait Thomas. Donc c'est trop cool, ça lui permet de vraiment avoir une vision de qu'est-ce que tu peux faire ensuite, comment les mecs qui s'en sont sortis, qu'est-ce qu'ils retiennent de tout ça et tout. Donc j'étais trop content de lui présenter Charles. Il y a une des idées qu'on va aborder aujourd'hui en lien avec ça. Voilà. Et pour moi c'était super important de le faire rencontrer. Je trouve que c'est presque ça qui t'apprend des fois plus que... faire du montage, faire des tournages et tout, c'est rencontrer des gens, échanger et te rendre compte que c'est possible, quoi. Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, c'est ce qui m'avait beaucoup débloqué, c'est avec Charles, justement, on est allé rencontrer plein de gens qui avaient fait, c'est lui qui s'en occupait parce que lui, il est trop fort pour organiser, rencontrer des gens, enfin, il adore ça lui donne de l'énergie. Moi, ça m'en prend pas mal. Et donc, je trouve qu'il y avait une plus-value de ouf pour Thomas.
Ensuite, on est parti en tournage. On a fait un tournage avec des clients à moi qui ont des bateaux barbecue. Voilà, donc on a fait un truc tout simple. J'ai livré le lendemain et tout, c'était carré. Ça nous a permis de faire un Reels assez fun ce jour-là. Parce que cette semaine, depuis la Maxi Race, on fait un Reels par jour. Donc sur Insta, tous les jours, un Reels qui sort. Donc en vrai, putain, je me dis ce défi-là, comment c'est hardcore. J'ai l'impression qu'on fait que courir après le temps, qu'on est... Putain, c'était bien une idée de merde. Et on a fait aussi donc la vidéo YouTube de Maxi Race. Donc voilà les contenus, si vous voulez aller checker les contenus de la semaine, c'est vraiment la vidéo YouTube de Maxi Race. Si vous avez écouté le podcast, il n'y a pas grand chose de plus. Il y a des images, des illustrations, des coupes un peu. Mais en vrai, je préfère presque comment j'en ai parlé dans le podcast. Alors c'est beaucoup plus raw, beaucoup plus cru. Parce que ce podcast, vous êtes un peu mon laboratoire où je teste mes idées avant qu'elles finissent sur YouTube. Bon, pour l'instant, j'ai pas assez le temps pour développer la partie YouTube, donc c'est juste, il n'y a que ce laboratoire-là. Voilà, comme il y a très peu de friction à faire ces podcasts par rapport à faire une vraie vidéo. Là, Thomas, il a passé 5 jours genre sur la vidéo, quoi. Ce podcast, en 2 heures, c'est plié. Entre l'écriture, l'enregistrement et le poster. Et je suis en train de voir que j'ai plus trop de batterie sur mon enregistreur, donc à tout moment, je vais devoir faire du montage. Comment j'ai trop le seum. Bon, j'espère que ça va tenir. Et ensuite, on est allé chez Benji, après notre tournage au Barbecue Bots. Donc Benji, c'est le pilote que je suis sur le Dakar, parce que le jeudi soir, on diffusait notre film du Maroc pour une soirée de présentation du projet de Bouzig. Bouzig, c'est le deuxième pilote, qui est le coach de Benji. Et donc voilà, c'était très cool. On a fait que de faire de la route tout le week-end, en gros. Pour faire simple, on fait que de bouger. Parce qu'après, le lendemain, on est reparti à Ussel, mais c'était très cool. C'est toujours très cool d'aller voir son film dans la vraie vie. Enfin, en salle, quoi. Même si c'était, voilà, là, c'était que de... genre au COPS, quoi. Chez Bouzig, c'était pas au cinéma. Mais c'est quand même toujours spécial comme sensation d'avoir des gens qui regardent ton film devant toi. Ça fout un peu la pression. Et j'en ai parlé dans un Reels. Et je sais pas, je kiffe bien quand même. Et ça me motive pas mal, tu vois, à se mettre des heures en post-prod. Voilà. Donc, puis c'était cool, ça permettait de faire rencontrer Thomas au gars, comme il nous accompagne en Sardaigne. Là, on va partir en Sardaigne demain. C'est pour ça que je vous fais ce podcast aujourd'hui. C'est la course dans tous les sens, j'ai l'impression de ne pas arrêter. J'ai du montage à faire de ce week-end à Ussel. Demain, on a rendez-vous chez KTM pour récupérer une moto. Et ensuite, on trace à Gênes, en Italie, pour le rallye de Sardaigne. Voilà, donc on enchaîne. Et voilà, c'est ça un peu tout ce qui s'est passé. Coupe de France de Ussel. Écoutez, c'était pas mal, c'était sympa. Un peu, je sais pas, sensation bizarre. Pas bizarre négativement, mais j'ai l'impression qu'on a couru tout le week-end, de pas m'être trop posé. Parce que, ouais, c'est peut-être parce que, comme on fait des trucs avec Thomas, que je délègue, qu'il me montre des trucs, que je le valide, que faut que je... En fait, je suis pas full focus dans ma créature. Mais en même temps, on sort une deuxième vidéo en plus. Si c'était moi qui devais faire la vidéo YouTube, j'aurais jamais eu le temps de tout faire, au final. Donc bon, mais on va revenir. On va parler un peu de délégué aujourd'hui dans cet épisode. C'est c'est un problème que j'ai maintenant, que j'avais un petit peu, mais avant c'était qu'avec des prestataires. Là, c'est la première fois que j'ai quelqu'un en stage. Normalement, je prends un alternant aussi en septembre. Et c'est des nouvelles problématiques. Mais en soi, c'est des problèmes que j'ai choisi d'avoir. J'aurais pu choisir de ne pas avoir ces problèmes-là, rester tranquille ou tout seul. Et c'est ce que j'ai fait jusque-là. Mais là, j'ai envie d'avoir ces nouveaux problèmes. J'ai envie de découvrir ça, de savoir ce que ça fait, tu vois, de grossir, de devoir déléguer. Donc en soi, ça me prend du temps et de l'énergie. Mais en soi, il y a aussi un Reels qui sort tous les jours, une vidéo YouTube qui sort tous les jours. Entre guillemets, sans que j'ai à bosser dessus. Bien sûr que ça me prend du temps à donner des ordres, à faire, à imaginer. Le Reels d'hier, genre de l'annonce de Maxi Race, il était pas ouf. Et en fait, c'était genre mon idée qui était pas ouf. Et lui, il a délivré ce que je lui ai demandé, mais voilà. Mais on va revenir là-dessus. Bon, les idées de la semaine. Une première idée, c'est que ça m'a fait quelque chose quand même de revoir ce film du Maroc. Alors, je sais que une des raisons pour lesquelles je pense que je suis vraiment fait pour la vidéo et que c'est un truc qui me correspond, c'est que j'adore les souvenirs. Genre, c'est pas de la nostalgie,
tu vois, je suis pas en mode c'était mieux avant, mais j'adore revoir et revivre des moments, soit en discutant avec des potes en disant ah c'était trop bien à cette époque, et pas genre ah aujourd'hui c'est nul, mais c'était cool. Et là, ce film-là, je l'avais pas vu depuis qu'on a sorti grosso modo la série, depuis que je l'ai monté, quoi. Parce qu'on l'a sorti directement, donc c'était en décembre 2023, donc il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois. Putain, ça faisait quelque chose. Hein. Et ça m'a rappelé, j'en parle souvent dans les derniers épisodes, que vraiment ce qui compte à mes yeux, et c'est ça que je veux arriver à valoriser, et à valoriser, à pas oublier, à pas perdre ça, c'est les aventures que me permettent de vivre mon activité. Alors oui, ce rallye du Maroc, je gagne pas beaucoup d'argent, enfin je gagne très peu d'argent là-dessus, parce que c'est vraiment des projets perso, mais le souvenir, l'aventure qu'on a vécue, la quête personnelle que ça me permet de développer, les compétences aussi, tu vois, de monter un 42 minutes, puis derrière une série de, je sais plus, on a dû faire 5 épisodes de 20-30 minutes. Putain, c'est ouf en fait. Et cette aventure, quoi, c'est ouf en vrai de se retrouver sur ce rallye du Maroc, avec Benji Bouzik, d'avoir vécu ça, c'était fort. Il s'est passé des dingueries. Voilà, quand je revois la vidéo, je me dis, oh putain, il y a plein de trucs que j'aurais modifié aujourd'hui. Mais bon, ça, comme toujours, on est toujours hyper dur avec notre propre travail, etc. Mais par contre, ce que j'en retiens, c'est, putain, je suis allé tout le long, mais pas quand c'était triste, mais parce que j'étais touché, quoi. Je sais pas, ça me faisait quelque chose, quoi. J'étais trop content, genre. Et voilà, c'est vraiment un aspect sur lequel je veux travailler, c'est qu'aujourd'hui, on va en reparler un peu plus tard dans ce podcast, ce qui m'intéresse, c'est vraiment pas le revenu personnel, c'est les souvenirs, c'est les aventures, c'est faire quelque chose de grand, faire quelque chose... Ouais, vivre des aventures, quoi. Et en fait, on va parler aussi argent dans cet épisode, évidemment, on va parler business, comme toujours, il y a la partie business et la partie artistique. Je vous le répète, enfin je l'ai répété pas mal les dernières semaines, mais je sens que j'ai besoin de me le répéter à moi-même pour arrêter de me perdre. L'argent permet juste de pouvoir vivre de nouvelles aventures, qui sont des fois avec plus de moyens, plus de temps, d'autres aventures plus grosses, etc. Tu vois. Et juste faire plus d'oseille, c'est se donner la possibilité de vivre plus d'aventures. Exemple, je veux faire mon film du Dakar en 2026. Si je veux pouvoir vivre cette aventure de faire mon premier gros film sur une année de préparation du Dakar, plus un Dakar, et que je veux faire ça bien, filmer à la caméra de cinéma, que je veux avoir cette aventure où je filme à la caméra... Ah oui, j'annonce, je veux filmer ça à la Burano. Sony, si vous écoutez ce podcast. Je dis ça, j'ai genre 20, 30 abonnés sur ce podcast. Ah, je crois qu'on a passé les 30. Ça n'a aucun sens. Bref, ça me fait marrer. Voilà, donc c'est ça ma vision et ça me l'a renforcé encore. Ensuite, deuxième idée de la semaine, c'est que la pertinence des conseils est corrélée au niveau de la personne à qui tu les donnes. Ça, j'ai noté ça quand on a fait le soir avec Charles, parce que c'était rigolo. Et ça fait pas mal écho à ce podcast. Oui, voilà, en fait ça fait pas mal écho à ce podcast. C'est que dans ce podcast, il y a plein de fois où je vous dis, si vous êtes débutant, ce conseil que je vous donne, il ne vous concerne pas. Genre. Et quand on donnait les conseils à Thomas, c'était marrant, c'est opposé aux conseils que je donne dans ce podcast. Et je me faisais la réflexion, je disais à Charles, mais c'est marrant, ce conseil-là qu'on donne, un mec qui a déjà fait genre 1 an de taf en freelance, je lui donnerais l'opposé. Genre. Je lui dirais, fais tout l'inverse. Et en fait, c'est trop bizarre comme biais parce que du coup, ça veut dire que quand on vous donne des conseils, même sur YouTube, sur un livre, etc., à tout moment, ça s'adresse pas à vous, genre. Et à l'inverse, si, tu vois, genre, admettons, enfin, ouais, je sais pas, genre, il y a 2 vidéastes qui viennent me voir, genre 2 potes, tu vois, un qui débute complètement et l'autre qui a déjà, voilà, 1 an ou 2 ans d'aventure, d'avancée et tout. Chacun, je vais leur donner un conseil différent. Donc, par exemple, Thomas, c'est « Ah ouais, vas-y, mais fais plein de projets, cible des trucs, tu t'en fous. » Tu vois, genre, il nous disait « Oui, je suis allé voir sur un... » Ah oui, voilà, l'exemple concret, c'est il est allé voir une cave, parce qu'il est à Arles, donc il y a plein de domaines viticoles et de caves, pour leur proposer de faire une vidéo.
Il m'a dit, oui, je suis allé sur leur site, j'ai vu qu'ils n'avaient pas de vidéo, je me suis dit, ah, ça peut leur servir, je vais aller leur proposer. Ils étaient chauds, donc il a fait ça gratuitement pour l'expérience, très bien. Et là, avec Charles, on dit, ah, mais c'est top, faut en faire plein, nous aussi, quand on a débuté, on faisait ça, etc. Et c'était vrai, tu vois, on a rencontré les gars qui ont l'entreprise HoloPro. Aujourd'hui, c'est devenu des potes. Et à l'époque, on les connaissait pas, et on a fait genre un site web gratuit, des vidéos gratuites, etc. Et après, chaque année, je refaisais leurs vidéos, c'était marrant, on voyait l'évolution. Bref. Et les premiers, on les a fait gratuits, ça nous a permis d'avoir du job derrière. Donc ça, je conseille ça à Thomas. Et après, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais quand je me suis lancé à 100% dans la vidéo, j'ai pris l'axe complètement inverse. Je me suis dit, je vais aller démarcher les entreprises qui ont déjà fait de la vidéo, mais avec des boîtes de prod, en proposant une offre différente et complémentaire. C'est-à-dire qu'une boîte de prod, c'est cool pour faire des gros projets où il y a besoin d'une équipe, etc. et où tu as du budget pour. Mais voilà, forcément, ça coûte plus cher. Moi, je me lance en tant que vidéaste. Donc ça, c'était il y a 2-3 ans hein, quand je parle de ça. C'est pas du tout ma vision aujourd'hui. Hein. Enfin, ça pourrait, mais c'est pas... Ouais, voilà. Bref, on s'en fout. Je me lance en tant que vidéaste, je vais aller démarcher ces gens-là parce que je sais qu'ils savent combien ça coûte une vidéo, comment ça se passe avec une boîte de prod. Ils sont déjà convaincus qu'ils ont besoin de vidéos. Seulement, voilà, la boîte de prod, quand ils ont des petits besoins avec des petits budgets, ils peuvent pas le faire en interne parce qu'ils ont quand même besoin que ce soit fait par un mec qui fait de la vidéo. Mais ils n'ont pas non plus besoin d'une boîte de prod parce que c'est un peu overkill par rapport aux besoins qu'ils ont vraiment. Et donc, dans cette stratégie-là, par exemple, je vais pas les démarcher un tacos, tu vois. Genre, un tacos, oui, il n'a pas de vidéo. Bien sûr que ça pourrait lui servir pour son acquisition. Mais il n'a pas le budget à mettre là-dedans et c'est pas le plus optimal, tu vois. Aujourd'hui, c'est pas le plus optimal de mettre de l'argent dans une vidéo. Il aurait mieux à faire, je sais pas, prendre un CM en alternance, par exemple, qui lui fait ça comme à l'iPhone et ce serait beaucoup plus pertinent que de payer un vidéaste, quoi. Enfin voilà, je donne un exemple comme ça. Donc, le truc, c'est qu'après, si Thomas, il parle avec son pote qui a 1 an d'avance et que je leur donne des conseils opposés, tu dis, il raconte n'importe quoi, le Clément, tu vois. Donc, faites attention à qui vous donne les conseils, à qui ça s'adresse, et n'écoutez pas tout. Voilà. Et si vous donnez des conseils, prenez en compte le niveau actuel de la personne. Et en fait, pour transition, la prochaine idée, c'est que le défaut... qu'est-ce que le défaut d'une qualité, en fait ? Et c'est dans cette même idée. C'est que ce qui va te permettre, en fait, d'aller à un endroit, potentiellement que ça peut t'empêcher d'aller plus loin. En gros, ce qui t'emmène de 0 à 1 ne t'emmènera pas de 0 à 10. Exemple, Thomas, il se lance dans la vidéo. Pour passer de 0 à 1, il a besoin de travailler pour ces entreprises qui n'ont pas de vidéo, qui sont petites, etc. Ça lui permet de passer de 0 à 1, donc de 0, j'ai une caméra, je sais pas faire de vidéo, je sais faire un peu de vidéo, pardon, mais j'ai jamais travaillé pour un client. 1, j'ai travaillé pour un client, j'ai des exemples à montrer. Mais si pour passer de 1 à 10, il démarche toujours les mêmes clients, ça marchera pas. Voilà. Et par contre, si pour passer de 0 à 1, il a fait la stratégie qui passe de 1 à 10, ça marche pas non plus. Tu peux pas aller voir Nike avec rien en disant « Yo, je vous fais une vidéo gratuite ». Ils en ont rien à foutre, tu vois, il y a 50 000 personnes. Et donc, des fois, il y a une qualité qui va te permettre d'aller à un niveau, mais qui t'empêche d'aller à la suivante. Et c'est un exemple dont je vous ai déjà parlé, c'est que quand je me suis lancé, un de mes défauts, c'était au tout début de vouloir tout trop planifier, trop écrire, et au final pas refaire les choses. Donc, comme j'ai vu que j'avais ce défaut, j'ai essayé de le transformer, j'ai opposé ça, c'est que je me suis mis à agir très vite, à arrêter de réfléchir, et j'ai même des potes qui m'ont dit « Putain, c'est fou, toi, tu réfléchis jamais avant de faire. » Alors que dans ma nature profonde, c'est l'inverse, tu vois, je suis quelqu'un qui a besoin de contrôle, à la base. Ça se voit dans le sport, tu vois, genre mes coachs, c'est toujours ce qu'ils m'ont dit, et c'est la vérité. Enfin, c'est la vérité, c'est ma manière d'agir, je sais que j'overthink un peu trop pour rien. Donc, sauf que j'ai transformé ça parce que je sais que quand tu te lances dans ton entreprise, il faut juste faire, et faire vite. Maintenant, je vous en ai parlé il y a quelques semaines, et j'avais un blocage avec l'écriture. Sauf qu'aujourd'hui, si je passais de 1 à 10, c'est-à-dire monter des projets plus gros, des projets plus conséquents,
avec plus de budget, où on te fait plus confiance, où on t'appelle pour ta vision et pas juste pour être opérateur, bah faut refaire de l'écriture. Faut monter des vrais trucs. Si tu veux qu'on t'appelle pour des documentaires, faut les écrire ces documentaires, faut les vendre, faut les pousser, faut les pitcher, tu vois. Et donc quand tu débutes, oui, et trop écrire, passer trop de temps et s'enfermer en pré-prod, c'est une mauvaise idée. Mais maintenant, une fois que tu as des preuves que tu es capable de faire tes documentaires, et là voilà, j'en ai un qui est sorti, celui pour The North Face, j'ai celui de Malo, qui est un jeune diabétique et qui est dans une équipe internationale de vélo. Lui, il est quasiment fini, enfin je suis en phase de pré-prod, j'attends toujours mes musiques depuis 6 mois. C'est long. Et du coup, voilà, il est en phase de post-prod, donc je sais que j'ai réussi à délivrer. Celui-là, j'ai essayé de faire peu d'écriture pour être sûr de pas rater. Mais maintenant, je sais que si je veux faire des projets plus gros et qu'on me file de la thune pour ça, je suis obligé, voilà, pour passer de 1 à 10, de mettre de l'écriture et d'arrêter de mettre de la vitesse. Donc voilà, c'est ça un peu le défaut d'une qualité, c'est qu'une qualité peut t'emmener à un point, mais t'empêche d'aller à la suite. Et une des stratégies, c'est soit voilà, d'arriver à la cibler chez soi, de la repérer et de se dire, ok, à quel moment je me concentre sur quelle qualité, tu vois, à quel moment je me concentre sur aller vite, puis à quel moment je me concentre sur mettre plus de profondeur, parce que voilà, c'est un peu opposé. Soit tu vas très très vite, mais du coup ça manque de profondeur, mais ça peut être super important dans le business, des fois d'aller juste vite, mais des fois c'est important d'aller plus en profondeur et d'aller chercher un peu plus, quoi. Et donc arriver à se focus sur à quel moment je suis et à qu'est-ce que j'ai réellement besoin pour passer au prochain stade. Et sachant que à chaque stade, t'as pas besoin de la même chose. Un autre aspect, c'est que si c'est une qualité ou un défaut que tu as profondément, c'est un peu néfaste d'essayer d'aller en opposition à ça, tu vois. Si ton avantage spécifique, justement, c'est d'être rapide, de mettre de la vitesse, ou à l'inverse, si ton avantage spécifique, c'est d'écrire, si t'es tout seul dans ton entreprise, t'es obligé, tu vois, de jongler entre ces deux aspects-là. Sinon, une bonne chose, c'est de s'associer avec quelqu'un qui a la compétence inverse. Voilà. Donc si toi, tu vas très vite, peut-être que d'avoir quelqu'un qui est plus posé, plus cadré, ça peut t'aider, tu vois. Moi, là, je vous remarque que j'ai un peu changé là-dessus, du coup, parce qu'à la base, j'étais plutôt quelqu'un qui prenait le temps trop, et du coup, qui faisait pas, et là, je mets de la vitesse, tu vois. Et donc, peut-être que d'avoir quelqu'un un peu posé qui compense, ça peut aller. Enfin, ça peut aider, voilà. Ou sinon, il faut juste que je jongle entre ces deux aspects-là. Bon, prochaine idée. Pourquoi tout le monde pense que vidéaste, c'est pas un vrai métier? Alors, j'ai écrit cette phrase parce que je suis tombé sur un Reels de vidéaste de mariage qui faisait une petite scénette où voilà, il y avait une invitée qui disait « Ah, donc vous faites la vidéo? Ah, ok. Et c'est quoi votre vrai métier, genre, à côté ?» Mais du coup, « Ah, mais vidéaste, vous faites ça à temps plein, je sais pas quoi. » Et donc lui, bah oui, forcément, oui, je filme des mariages tous les week-ends et je fais ça pour payer pour payer mon loyer, ma bouffe, ma vie, quoi. Et en fait, d'habitude, j'ai l'impression que donc, je filme pas de mariage, hein. Disclaimer. Mais j'ai souvent quand même ce truc de... Je sais pas, au Dakar, on se fout de ma gueule parce que je prends mal le fait qu'on me dise « ça fait pro ». Bah oui, ça fait pro, je suis pro, c'est mon métier. Être professionnel, c'est juste vendre, tu vois. Bref, maintenant j'ai mis mon ego de côté et j'ai compris que c'est juste que les gens, en fait, c'est genre... Ils savent pas, en fait. C'est de la méconnaissance du milieu, genre. Et le truc, c'est que dans notre milieu, dans la vidéo, il y a un écart monstre entre les gens qui savent et les gens qui savent pas. Et je sais pas, les gens se rendent pas compte, genre. Et c'est super bizarre. Le truc, c'est que je suis pas mal tombé dans le piège d'essayer de prouver, tu vois, l'année dernière. Essayer de dire, putain, ça me saoule, les gens, ils voient pas, en fait, que c'est mon vrai métier, que ça permet de gagner de l'argent, de bien vivre, tu vois. Que ça me coûte aussi beaucoup d'oseille entre les impôts et le matos. Tu vois, personne ne se rend compte que, je sais pas, je dois avoir plus de 50 000 balles de matos. Enfin, c'est lunaire. Enfin, c'est lunaire, non, c'est normal, tu vois. Mais pour les moldus, c'est lunaire. Et en fait, la vraie problématique, c'est que je pensais que c'était mon âge. Parce que les gens, ils captent toujours pas. Genre, ça fait, je sais pas, 2 ans et demi que je fais ça à temps plein. Il y a encore des gens qui me demandent si c'est mon métier, si je suis pas étudiant ou quand je suis chez mes darons, si je suis en vacances, tu vois. Alors que non, c'est juste je travaille par là. C'est trop bizarre, je trouve. Et le truc, voilà, je pensais que c'était corrélé à mon âge parce que j'ai que 22 ans.
On me donne souvent un peu plus, mais bon, bref, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais là, le mec qui a fait cette vidéo, genre, il avait... ouais, je veux pas le dénigrer, ça se trouve, il avait une tête de daron, quoi. En tout cas, de sûr, il avait une tête de daron, je veux pas donner un âge, mais il avait au moins 35-40 ans. Donc c'est pas lié à l'âge. Donc, le truc le plus obvious, c'est de dire, parce que c'est un métier jeune, donc les gens se rendent pas compte, tu vois. Donc j'ai pas de réponse sur pourquoi tout le monde pense que vidéaste, c'est pas un vrai métier. Je pense que voilà, c'est juste que c'est un métier qui est jeune, qu'on connaît pas, et que, ouais, c'est tout simplement une méconnaissance. C'est pour ça que je fais ce podcast, d'ailleurs, et que je veux build in public, sur YouTube, etc. Parce que, voilà, j'ai l'impression, ma valeur perçue diffère beaucoup en fonction d'à qui je parle. En fait, c'est ça qui est ouf. T'es avec un mec qui connaît le milieu et tout, il va te dire ta vidéo c'est une dinguerie, c'est ouf, nanana. T'es avec un mec qui connaît pas, il est en mode je peux faire pareil à l'iPhone, tu vois. Mais what the fuck, tu vois. Ou je peux prendre un kid, il fait pareil que toi. Enfin, c'est pareil, il a une caméra, il y a quand même des compétences, de l'expérience, des années et tout. Je pense qu'en photo, ils ont le même problème, tu vois. Et le truc en vidéo, c'est que c'est encore plus jeune que la photo, donc... Je sais pas, j'ai pas de solution, j'ai pas de réponse à cette question, juste je me questionne là-dessus. Donc si vous en avez une, je suis chaud d'avoir un avis là-dessus. Mais c'est putain de chiant. Et en fait, je trouve pas d'autre moyen de prouver que... Enfin, non, j'ai plus envie de prouver, quoi. Je veux juste faire, et quand je débarquerai avec ma Burana, ils diront, ok, le frérot, ça doit faire du cash quand même, tu vois. Mais en fait, je m'en fous, j'ai pas envie... Je sais pas, j'ai plus envie de prouver, ça fait du cash. Je m'en bats les couilles, genre. Les gens qui savent et les gens qui payent, surtout, ils savent la valeur que ça a, genre. Et ce que ça coûte, ce que ça demande, et les compétences, etc. Et ça va aller avec délégué. On va pas... Oh, c'est pile ensuite. Ça va aller avec ça, parce que... Ah, c'est bon, je vais inverser mes deux prochaines idées. C'est que déléguer à un mec qui bosse bien, ça se paye. En gros, voilà. C'est une problématique que je travaille, sur laquelle je travaille en ce moment, c'est déléguer, c'est trouver du monde avec qui bosser et tout. C'est assez chaud de trouver, notamment, par exemple, des monteurs. Mais je serais prêt à payer bien un monteur qui est méga chaud, j'en trouve pas, genre. Et le truc, c'est que, voilà, si tu veux déléguer à un mec qui est compétent, qui a de l'expérience, etc., ça va te coûter de l'oseille. Comment on fait du coup, pour avoir plus d'oseille pour payer ces mecs-là? En fait, c'est pour ça que je veux continuer à me scale verticalement. Donc, me scale, ça veut dire m'améliorer, devenir meilleur. Pour que justement, je puisse facturer plus cher mes projets et payer des mecs qui sont meilleurs que moi. C'est par exemple ce que j'avais fait pour le FPV. Comment j'ai fait pour rentrer du FPV au tout début? J'ai fait moi-même du FPV. J'ai fait des projets avec du FPV. Aujourd'hui, quand j'ai besoin de FPV, j'appelle Joris. Mais les gens, ils savent que je sais faire ça. Pareil en documentaire. Là, je travaille sur des gros documentaires. Je fais moi le montage, donc je me scale verticalement. Je prends de l'expérience de ces domaines-là. L'objectif, c'est qu'après, je sois assez bon, moi tout seul, pour pouvoir déléguer à des mecs meilleurs que moi, mais que le client, il sache déjà la qualité du truc et que je puisse facturer à la hauteur de ce que j'ai besoin de demander au mec. Mais, il y a bien un mais, tu vois. Le scale vertical, tu peux pas aller à l'infini, genre. Parce que sinon, tu trouveras pas un monteur meilleur que toi. Enfin, tu vois, il y a quand même une incohérence au milieu de tout ça. Et donc, ma vision là-dessus, c'est aussi qu'il faut scale... donc, il faut déjà scale ce cœur de métier, à mes yeux quand même, tu vois, devenir un meilleur dans la vidéo, pour pouvoir recruter, pour pouvoir facturer assez cher et recruter des mecs encore meilleurs que soi, tu vois. Mais au moins des mecs à ton niveau qui facturent plus cher parce qu'ils sont expérimentés et qu'ils ont des compétences et qu'ils ont de l'expérience et des compétences. Mais en fait, faut aussi arriver à scale et à progresser sur la partie vente et gestion de prod. Et au final, c'est presque ça le plus important, tu vois. Dans un business d'agence, parce que ce serait ce business-là, si on voit le truc à l'échelle plus macro plutôt que micro vidéo, le mec qui fait de la gestion de prod ou qui fait les sales, il est moins bon que le mec il est moins bon dans le cœur de métier que le mec qui fait le cœur de métier, tu vois. Donc au final, pour pouvoir bien déléguer à des mecs compétents, expérimentés, tout ça, faut aussi être une machine en vente et en gestion de projet. Comme ça, si tu vends un projet cher, que tu vends un projet en tout cas où tu peux te permettre de prendre quelqu'un de cher, du coup, parce qu'il y a la ligne qui est dédiée à lui, let's go, quoi.
Mais donc, faut scale tout. Il n'y a pas de recette magique, il faut juste devenir meilleur. Mais il n'y a pas que scale le cœur de métier. C'est ça aussi la leçon de ce truc-là, je pense, que j'en tire. C'est que je peux scale à mort, filmer, monter, la colo et tout. Mais à un moment donné, je peux pas tout scale à max, tu vois. Genre là, par exemple, à la colo, je sais que je veux déléguer parce que j'ai pas le temps de me former, de devenir assez bon. Pareil sur la composition des musiques. Je sais composer des musiques. Donc l'avantage, c'est que je peux guider les gars et je l'ai déjà fait. Donc je sais un peu les contraintes, etc. Maintenant, si je veux avoir des musiques à la hauteur du film que je veux faire, bah faut que je délègue, tu vois. Et donc, pour ça, faut être bon en gestion de projet, être bon en vente, être bon en production, tous ces aspects-là. Et aussi, un aspect important, voilà, je glisse là, c'est pas forcément très lié, mais c'est important d'avoir une bonne culture de boîte pour son recrutement, quoi. Parce que si tu veux recruter un mec qui est bon, qu'il a envie de bosser avec toi, etc., bah, une bonne culture de boîte, ça aide. Voilà. Ensuite, deuxième idée sur déléguer. Déléguer, c'est compliqué. J'ai écouté le podcast 4h30 de mes amis, de mes chers Antonin et Noé, hier soir. Et en fait, une problématique qu'on a tous les trois, je pense, enfin ils l'ont tous les deux, et je me reconnais assez là-dedans, c'est notre exigence personnelle. Moi, c'est un retour que m'avait fait ma daronne. C'est genre, ton frère, il se met trop la pression pour être à la hauteur avec toi, mais c'était il y a quelques années, hein, c'est pas du tout avec aujourd'hui, parce que t'es tellement exigeant avec toi que t'exiges la même chose des autres. Et ça, je m'en suis rendu compte, tu vois. Que des fois, j'en demande beaucoup aux gars, parce que j'estime Enfin, j'ai autant d'exigences avec eux que ce que j'en ai avec moi. Mais le problème, c'est que pas tout le monde est prêt à s'investir, à les mêmes qualités, etc. que moi, tu vois. Et c'est pas du tout un jugement de valeur. Ils ont d'autres qualités dans d'autres choses, etc. Mais dans le cœur de métier dans lequel je leur demande, ils sont moins exigeants avec eux-mêmes que ce que je le suis, tu vois. C'est pour ça que si tu payes un mec plus cher, bon ben là tu peux vouloir exiger plus d'exigence. C'est marrant, comme ça. Non, tu peux pouvoir être plus exigeant, tu vois. Et le mec sera plus exigeant, forcément. Enfin ça se monnaie l'exigence et être bon. Et dans l'idée, donc déléguer c'est compliqué parce que je suis exigeant avec moi-même. La solution, c'est tout simplement de déléguer à meilleur que soi. Donc voilà. Donc c'est corrélé quand même avec l'idée précédente. Donc comment on délègue à meilleur que soi, faut pouvoir payer plus cher. Et ce qui est dur, c'est quand même Donc là, je vous donnais à chaque fois que je parlais de déléguer, je vous parlais de déléguer une tâche. On peut être hyper concret. Une tâche qui sera sur le devis de mon client, quoi. Concrètement, sur la Maxi Race, je délègue le montage à Nicolas. Cette tâche, elle est sur mon devis. Donc, je sais que elle me coûte tant parce qu'il faut que je paye Nico, et elle me rapporte tant parce que le client me paye tel tarif. Donc voilà. Du coup, quel mec je peux prendre pour que ce soit le plus élevé possible, mais que je reste rentable, tu vois. Mais là où ça devient chaud, c'est quand c'est pas corrélé directement. Exemple, là, dans la création de contenu. Si je prends un mec à qui je délègue de faire, par exemple, le making-of de la Maxi Race, donc là, j'ai pris un stagiaire, ça me coûte rien. Ça me coûte de l'emmener, de passer du temps avec lui, à le former, etc. On peut pas dire. Mais ça me coûte pas d'oseille, quoi. Et lui, il y gagne en expérience. Donc, tout le monde est gagnant, au final. Parce que moi, ce que ça me prend en temps, etc., ça me ramène une vidéo YouTube derrière. Bref, tout le monde est content, techniquement. Si j'abuse pas trop de lui, et si lui, il fournit le job qu'il est censé fournir. Donc, de mon côté, c'est bon. J'espère que tu sais aussi. Mais voilà, ça pose problème si je dois... et pourtant, si je dois déléguer un truc qui n'a pas de ROI direct, tu vois. Mais au final, moi, ce que je vends, c'est des projets où il n'y a pas de ROI direct. T'achètes une vidéo pour ton événement trail, tu sais pas du tout combien ça va te ramener d'inscrits derrière. On fait des tutos Esprit KTM. On a des stats, quand même, sur les taux de clics, sur les ventes et tout. Mais principalement, l'objectif de ça, c'est faire de l'image de marque. Même, je sais pas, je fais des documentaires, je fais le film The North Face.
ils n'ont aucun moyen de savoir le ROI que ça leur amène. Et donc, là où je trouve ça intéressant, c'est que ça fait peur de déléguer comme ça, mais en fait, ça me permet de me projeter dans qu'est-ce que j'apporte au client. Parce que je paye pour avoir la même chose que ce que je vends. Donc, je suis le propre client de mon domaine d'activité. Je ne suis pas propre client de moi-même, mais je suis propre client de ce que je vends. Donc, je trouve ça assez stylé. Parce que si je galère, du coup, à techniquement acheter ça, bah, ça veut dire que je ne suis pas encore assez à l'aise à comprendre qu'est-ce que j'apporte au client, tu vois. Genre, je suis en mode, je sais que ça l'aide, mais en vrai, comment je peux lui donner confiance ? Eh bien, il faut déjà que moi, je repère en quoi c'est positif. Et c'est là où je me rends compte qu'il y a des personnes, prendre un vidéaste comme moi, enfin prendre, je me considère plus comme vidéaste, mais bref, on va dire, prendre un vidéaste, c'est pas l'investissement le plus logique et qui rapportera le plus d'oseille. Tu vois, genre, là, aujourd'hui, si je prenais un mec bien meilleur pour faire mes vidéos YouTube, ça me coûterait beaucoup plus cher et ce serait la pire strat. Parce que du coup, ça me coûterait beaucoup d'argent, mais j'ai pas de ROI direct. Donc, il vaudrait mieux que je prenne quelqu'un de moins bon, le temps de grossir, tu vois. Et le jour où YouTube, faire ses making-of, etc., j'ai un ROI beaucoup plus concret là-dessus, et que par exemple, que je consacre un budget, une enveloppe spécifiquement à ça, là, oui, je pourrais arriver. Et peut-être que c'est ça aussi, donc, dans ma volonté de turn pro, j'en parle dans des épisodes précédents, c'est peut-être qu'à chaque projet, dans ce que je gagne, de prévoir une partie com, tu vois. Et une partie com, ça peut être tout simplement de prévoir 2 jours de plus à moi, tout seul, faire ma com chez moi, tu vois, ou de déléguer à un mec. Enfin voilà, c'est un peu flou, je sais pas si c'est méga clair. Mais en tout cas, je trouve que ça fait partie de mon évolution pour devenir meilleur entrepreneur dans la vidéo et devenir un meilleur entrepreneur tout court en prenant des compétences de gestion d'équipe, de gestion des finances, entre guillemets, à ma petite échelle. Hein, on n'est pas... voilà. Voilà, je sais pas, je trouve ça cool. Ça fait peur, c'est pas facile, c'est des problèmes, ça me rapporte pas plus d'oseille, d'ailleurs, tiens, mais on maximise encore une fois l'aventure, le process, je commit en public grâce à ça, plus que mon revenu personnel. Parce que si je voulais maximiser mon revenu personnel, j'aurais aucun intérêt à faire ça. Mon système d'acquisition, c'est pas du tout créer du contenu. Ce que je suis en train de faire là, ce podcast, c'est pas ça qui me rapporte le plus d'oseille. Et ce serait la pire idée de se dire, je vais faire des vidéos YouTube, ça va me ramener plus de clients. Non. Encore une fois, non, tu vois. Et du coup, ça permet de comprendre en quoi ce que je vends, ça a un intérêt pour le client. Parce que je l'achète moi-même. Voilà. Alors, je sais pas si c'était méga clair, mais je pense que ça peut en aider pas mal. Et toujours pareil, ce podcast ne s'adresse pas aux débutants. Je crois que je vais refaire mon intro d'ailleurs. Parce que c'est plus trop je veux devenir un meilleur DP et réal. En fait, je crois que je veux juste passer de freelance vidéaste à bot de production vidéo. Genre. Je crois que c'est plus ça en fait. Parce qu'on parle beaucoup business dans ce podcast. Oh, petite interruption entre 2 idées. Bah, en plus, la prochaine idée est liée à ça. Ouais. Bon, je vais partager la prochaine idée et vous allez comprendre. Alors, là, je suis passé de 0 à 1. Et si je veux passer de 0 à 10, j'ai 2 choix, selon moi. Donc, je vous ai déjà pas mal introduit le 0 à 1. Le 0 à 1, le 1 n'est pas un palier spécifique, tu vois. Être à 1, c'est pas avoir fait 30 000 euros de chiffre d'affaires ou avoir fait tant de projets, avoir travaillé pour tel client. C'est une métaphore. Voilà. C'est plus... Ouais, voilà, c'est... Oui, c'est vraiment une métaphore. En gros, c'est pour passer du premier palier, mais mon premier palier, j'aurais pu l'avoir passé quand j'ai commencé, tu vois. Genre, vivre de mon activité, c'est ça le premier palier. Là, aujourd'hui, le palier où j'en suis, ce serait genre peut-être 3, 4, je sais pas, j'en sais rien. Mais bref. Fin de disclaimer. Donc, j'ai 2 choix. À mes yeux, j'ai 2 choix. Enfin, j'en ai même 3. Mais non, j'en ai 2 choix. En vrai, j'ai 2 choix pour passer de 1 à 10. Le premier choix pour moi, ce serait de bosser pour d'autres boîtes de prod et me concentrer sur être réalisateur ou DP sur ces boîtes de prod là, pour ces boîtes de prod là, parce que c'est ça que j'ai envie de développer en vrai. Et que je vois bien que je perds trop de temps à faire du montage, etc.
si je veux vraiment devenir meilleur en réalisation et en DP. Et aujourd'hui, c'est ça qui me parle. Et je sens que c'est ça que j'aime, que la vie a envie que je fasse, etc. On va reparler de ça, que la vie a envie que je fasse. Mon deuxième choix, ce serait de monter ma propre boîte de prod, de déléguer du coup un peu plus, et comme ça je me focus vraiment sur la partie, donc pareil, dire DP, donc réalisateur et DP direction de la photographie, mais aussi, du coup, si j'ai ma propre boîte de prod, sur la partie CIO, donc gérer une boîte de prod, quoi. Être founder, être entrepreneur, quoi. Je rajoute ça dans l'équation. Donc dans le premier cas où je bosse pour d'autres boîtes de prod, j'ai moins la partie entrepreneur à gérer. Et dans le cas où je monte ma propre boîte, là j'ai en plus cette partie-là à gérer. Et je sais pas pourquoi, la vie elle me pousse pas mal vers ce deuxième choix. Genre sur la partie entreprendre et gérer ma propre boîte de production. Alors, pourquoi je dis que la vie elle m'emmène vers ça, tu vois, j'ai l'impression que ça surrender vers ça en fait. C'est que, déjà, je bosse jamais pour d'autres boîtes de prod. Personne m'appelle. Genre, si je vais pas chercher les projets moi, c'est rare qu'on m'appelle pour bosser pour d'autres boîtes de prod. Alors, déjà, premièrement, c'est peut-être parce que je manque de réseau, ou c'est peut-être juste moi qui n'ai pas fait mon job, tu vois. Mais quand même, les gens savent que j'existe, et pourtant, on va appeler les autres, tu vois. À niveau égal, tu vois, je dis pas pour... je veux pas récupérer des projets de mecs qui bossent ça à raid et qui font des dingueries en DP, tu vois. Je parle de projets à mon niveau. On m'appelle quand même, tu vois. Je sais pas, j'ai bossé pour Léo, début d'année, j'ai bossé pour d'autres mecs et tout. Et j'ai l'impression quand même que c'est parce que je pense avoir quand même une certaine vision et que les gars se rendent compte de ça, tu vois. Je sais pas. Je sais pas trop, j'ai pas trop d'explications. Et autre chose, c'est qu'on m'appelle déjà en fait pour de la production et de la réalisation, et depuis toujours. Tu vois, sur la Max Series, on m'appelle pour de la production et de la réalisation. Et je peux en parler. Quand j'ai commencé la vidéo, je rêvais, je m'étais fait des notes, je voulais aller démarcher des boîtes de prod pour leur proposer de faire des making-of pour eux, pour voir comment ça se passait sur le terrain. En gros, moi le but c'était ça, en échange je leur faisais un making-of gratuitement, et j'allais avec eux sur le terrain. Et dans mes notes, j'avais noté, j'aurais bien bossé pour Penny Vertical, j'étais chaud de les démarcher. Par exemple, la Max Series, c'était un projet qu'ils avaient eux avant. Du coup, je trouve ça ouf, parce que mon goal c'était de bosser pour eux, et au final c'est un projet qu'ils avaient avant, et que c'est moi qui ai récupéré. Alors voilà, je les connais pas, j'ai rien contre eux, j'ai pas démarché la Max Series, il y a aucune... Enfin voilà, il y a rien. Je sais pas en mode je leur ai volé ça, j'étais en shark et tout, enfin... On m'a contacté, genre. Voilà. Et je sais aussi, très honnêtement, la Max Series change de prestataire vidéo tous les 2-3 ans. Donc s'ils changent encore, ça me choquerait pas, et ça... Voilà. Je fais quand même ce disclaimer-là, parce que j'ai pas envie qu'on m'invente une vie qui n'existe pas, tu vois. Donc on m'appelle déjà pour la prod et pour l'arrière. Et ça sur plein d'autres projets, tu vois. Et même dès le début, j'avais discuté avec des clients autour de chez moi dans le tourisme, et on voulait déjà me prendre pour mon axe un peu réalisation, tu vois. Et donc c'est pour ça que je me dis que j'ai l'impression que la vie, elle m'emmène plus vers ça. Mais... Et en fait, on m'appelle pas que pour de l'opérationnel, tu vois. Donc bosser pour d'autres prods, me concentrer sur dire DP pour d'autres prods, je sais pas, j'ai l'impression... en tout cas, ça me tombe pas dessus. Alors que le reste, ça me tombe dessus, tu vois. Et la vie surrender beaucoup plus cet axe-là. Et en même temps, dans ce podcast, je vous parle tout le temps de la partie business et la partie vidéo. Et même dans ce podcast-là, enfin dans cet épisode, on va parler beaucoup plus de toute cette partie business. À la fin, on reviendra sur la partie spiritualité un petit peu aussi. Donc ça a peut-être beaucoup plus de sens aussi avec moi, avec ce que je dégage et ce que j'intentionne dans la vie, que ce soit cet axe-là. Mais donc c'est pour ça que si je monte ma boîte de prod, il faut que je me focus sur déléguer, devenir un founder et un entrepreneur compétent, parce que c'est des nouvelles compétences. Gérer une boîte de production, c'est pas pareil que filmer et monter des vidéos en étant vidéaste freelance et opérateur seulement, tu vois, pour moi c'est pas du tout la même chose. Et puis forcément, ma vision aujourd'hui, c'est que si je monte une boîte de prod, par contre, je m'associe. Parce que comme je vous le disais plus tôt, j'ai des qualités, j'ai des défauts, comme tout le monde. Et pour moi,
l'aventure que j'ai envie de vivre en boîte de prod, c'est pas une aventure solo. C'était cool l'aventure solo jusqu'à aujourd'hui. J'ai kiffé ça. Et je sens que j'ai envie là de step up, mais en étant à plusieurs, quoi. J'ai pris beaucoup de plaisir sur ma série, ça va être nombreux. Je kiffe, là on est avec Thomas. Alors on est beaucoup ensemble. On est H24 ensemble. Mais je sais pas, c'est une autre approche. J'aime bien être seul aussi, m'enfermer, tu vois, ça c'est pas un souci, genre je suis à l'aise avec moi-même. Mais si j'ai envie je crois que j'ai envie de vivre cette aventure. Voilà. Et la vie m'emmène vers cette direction, là. Donc on verra ce qui va se passer dans les prochains mois. Je vous partage ça là comme ça. De toute façon, le but c'est de commit, hein, c'est de partager publiquement tout ce qui me passe par la tête. Donc on verra. Mais en fait, j'ai un troisième choix. Sinon, finalement, ce serait de juste rester à mon niveau actuel. Enfin, à mon niveau, à mon échelle, tu vois, continuer tout seul, grossir tout seul, déléguer quand j'ai besoin, puis step up comme ça, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça me fait rester à 1 en fait. Que je verrais juste rester vidéaste freelance, tu vois. Et que j'ai vraiment une envie de croissance et que je sens que c'est en moi et que je commence déjà un peu à... pas à me lasser, mais... ouais, si, un peu à me lasser, à être blasé de cette aventure-là, où... bah, entre guillemets, j'ai réussi cette aventure-là. Enfin, je l'ai pas encore réussi, il y a plein de choses, faut arriver à tenir sur le long terme. Vraiment, réussir, c'est tenir le plus longtemps possible. Mais j'ai envie de vivre l'aventure suivante, qui est de faire une vraie boîte, quoi. Et pas juste faire mon truc dans mon coin. Voilà. Prochaine idée. Je vais pas m'étaler trop là-dessus. De toute façon, la vie nous dira par la suite ce qui va se passer. Et à tout moment, la semaine prochaine, je change d'idée. Enfin, c'est tout ce qui me passe par la tête. Bon, là, ça commence à faire quand même 11 épisodes que je parle de ça. C'est pour ça que je vous dis ce podcast. Oh, parfait. Parfaite transition. Si l'évolution se fait dans cet axe-là, mon introduction, elle va changer. Je sais plus, je documente comment devenir un meilleur réal et un meilleur DP. Ça va être, je documente comment je suis passé de vidéaste à boîte de production vidéo. Et ça aurait beaucoup plus de sens parce qu'aujourd'hui, tout ce que je vous partage dans ce podcast, c'est comment j'essaye de transitionner de vidéaste freelance, que je me considère plus depuis un moment, mais que c'est encore la vision que je renvoie, donc ça veut dire que je le suis encore, tu vois, à boîte de production vidéo. Maintenant, tant que t'es tout seul et que t'es dans ton coin, genre, on peut pas te voir comme une boîte de production vidéo. Donc c'est pour ça que je dis DP et réal, parce que tout seul, je peux être catégorisé là-dedans. En vrai, on s'en bat les couilles de comment t'es catégorisé. Mais c'est plus la quête et à quel jeu, quelle aventure je participe. Donc voilà, si l'intro change, c'est parce que la quête évolue. Et dans le sens que je souhaite, au final. Parce qu'en fait, je suis vraiment pas à l'aise avec ce truc en intro de dire devenir un meilleur DP et réalisateur dans la vidéo. Parce que c'est pas réellement ça, en fait. C'est plus faire grossir ma boîte de production vidéo. Et forcément, c'est moi en me focusant là-dessus. Mais la vraie croissance, c'est la boîte de production vidéo. Parce qu'au final, il y a la partie entrepreneuriat et la partie vidéo. Mais DP et réal, il n'y a pas la partie entrepreneuriat, quoi. Bon. J'ai noté, prochaine idée. L'entrepreneuriat est une voie de misfit. C'est-à-dire les gens qui ne fitent pas avec le modèle par défaut. Voilà. J'ai pas trop réfléchi là-dessus. Mais ça m'a marqué cette semaine, j'ai entendu ça. Ça m'a marqué pas mal parce que ça matche pas mal avec ma vision, en fait. Ce qui est cool avec l'entrepreneuriat, c'est que tu peux choisir tes règles et jouer à ton propre jeu. Choisir ton aventure. Et c'est un peu ça. Comme je veux me scale personnellement, c'est un peu ça l'objectif genre d'une vie, je trouve, à mes yeux. Bah, l'entrepreneuriat, ça permet de se scale selon ses propres règles, ses propres objectifs et son propre jeu et ses propres aventures. Et en fait, c'est d'avoir refusé la manière dont le modèle par défaut te propose de te scale. Donc le modèle par défaut, admettons, je dis pas que c'est ça, mais dans l'inconscient collectif, ce serait ça. C'est genre faire des études, faire 5 ans d'études, 8 ans d'études, rentrer dans une boîte, faire carrière dans cette boîte-là, acheter une maison, fonder une famille, etc. Tu vois. Bon, bah, c'est pas un modèle que j'ai choisi quand je cours tout seul dans le désert pendant 3 semaines et que j'y retourne encore. C'est pas vraiment ça. Et c'est pas l'aventure que j'ai choisie. Et l'entrepreneuriat, c'est juste la voie qui permet de choisir cette aventure, quoi. Voilà, je ne m'étale pas plus là-dessus, j'ai pas plus d'idées. Prochaine idée,
c'est Bouzik qui m'a dit « Les temps forts font des hommes faibles, les temps faibles font des hommes forts. » Et c'était marrant parce que lui, quand il en a parlé, je veux recreuser avec lui là-dessus. Je veux pas faire de conclusion hâtive sur sa vision là-dessus. Mais c'est que globalement, on le pense souvent à l'échelle macro, ce truc-là. C'est-à-dire que je comparerais ça avec l'exemple, souvent hyper connu dans l'entrepreneuriat, que il y avait un monsieur, il était full broc, et il a eu plein d'ambition, il a réussi à monter une grosse entreprise. Du coup, il est passé de 0 à 10, on va dire. Ensuite, son fils, il a récupéré son entreprise. Mais lui, il est né avec beaucoup d'oseille, il n'a jamais galéré, etc. Et donc, son père, il a essayé de lui transmettre un peu les valeurs, mais forcément, il a voulu le mettre bien. Tu vois. Donc, le premier, il était dans un temps faible, et ça l'a rendu fort. Le deuxième, il est rentré de temps fort. Et forcément, il ne sait pas comment... son daron, il a pu lui transmettre. C'est pas une vérité générale, hein, c'est un exemple hyper extrême, quoi. Donc, disons que son daron, il a essayé de lui transmettre, mais comme il n'a pas vécu la vraie galère, il ne sait pas vraiment comment son père il a réussi à générer tout ça, tu vois, à créer tout ça. Et donc, troisième génération, ça les remet dans la sauce, tu vois. Parce que du coup, on va dire, donc le grand-père, il est passé de broc à millionnaire. Le père, il est passé de millionnaire à normal. Et du coup, le troisième, le fils, lui, il est juste standard, tu vois. Et au final, il fait que décroître. Et du coup, le petit-fils, voilà, il repart de broc et il re-ambitionne parce qu'il est dans un temps dur et il crée un temps fort. Voilà, je sais pas si j'ai été méga clair, j'aurais dû écrire cet exemple avant. Désolé. Et donc là, c'est vraiment une échelle pour moi macro, tu vois, c'est à l'échelle d'une vie. Donc sur une vie, des temps forts d'une vie, tu vois. Et en fait, je me rends compte que ça, on peut le voir à l'échelle micro. C'est-à-dire dans le quotidien. C'est lié à une idée qui vient après, au retour dans la wildlife. C'est que quand t'es trop confortable dans ton quotidien, dans ton train-train, ça fait de toi quelqu'un de faible. Et depuis ces derniers mois, donc je vous partage pas mal que je suis au château j'ai fait quelques mois au château avec Célophat, etc. Nanana. Bref, je ne vais pas en reparler là-dessus, écoutez les épisodes précédents. On fait des trucs chelous, entre guillemets, pour le commun des mortels, pour les moldus. On se lève à 4h30, on prend un bain froid, on fait des périodes où on dort par terre. Parce que mon gars, tu te lèves à 4h30, tu vas te baigner dans une piscine à 7 degrés. Crois-moi que jusqu'à 8h, tu vas taffer comme un enculé. Parce que tu te dis, je me suis pas levé à cette heure-là pour chiller sur Instagram, procrastiner et rien faire. Genre. Et pas avoir la dalle de faire des trucs grands. Et dormir par terre, c'est pareil. Tu crois que quand tu dors par terre, le matin, tu vas avoir envie de dire « Oh, je vais traîner un peu sur Instagram ». Le soir, pareil. Non, tu te couches, tu vas dormir, genre. C'était mal, quoi. Et c'est se mettre volontairement dans une situation qui n'est pas soft pour faire de toi quelqu'un de plus fort. Et je pense que ce qui rend faible les hommes, hommes ou femmes, hein, c'est de laisser rentrer du soft dans son quotidien. Et c'est un peu ce que j'avais l'impression de subir l'année dernière. J'avais plus envie de faire des trucs durs. Et je m'en suis rendu compte quand je suis allé faire... J'ai fait le tour du Champsort, donc c'est une vallée derrière chez moi avec mon frère. Ça faisait... Oh putain, ça fait combien 140 bornes, 8000 de D+, je crois. On l'a fait en 4 jours. Premier jour, on fait 51 km. 2500, 3000 de D+, je crois. Je sais plus. C'est pas très cohérent dit comme ça, mais... Bref. On a passé des journées en montagne en marchant plus de 30 bornes par jour en moyenne. Et là, je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est bon et putain, qu'est-ce que je suis devenu faible. Je galérais à refaire des trucs basiques qu'il y a 2 ans auparavant. Des trucs tout cons, mais genre à plein de clients, genre, ou démarcher au téléphone. Putain, quand j'ai commencé, j'avais la dalle, c'était dur, j'avais pas d'oseille, donc il fallait vraiment que je gagne de l'argent, donc j'avais le balls de le faire. Là, c'était devenu facile, j'avais de l'argent sur le compte, j'étais pas en galère et tout, et je me suis dit, il faut que je me remette dans de la difficulté. Et faire ces trucs-là, c'est tout con, mais ça permet au quotidien de se mettre de la douleur, de se mettre des temps
des temps faibles qui font des hommes forts. Et du coup, ça paraît un peu être sadomaso presque, j'ai l'impression pour les gens. Mais putain, qu'est-ce que ça nous permet d'avancer, quoi. Et on le fait pas surtout. On le fait pas toutes les nuits, je dors pas toutes les nuits par terre. On l'a fait, hein, on dormait dehors alors qu'on avait une villa à plusieurs millions à côté, tu vois, avec chacun notre propre chambre et notre propre lit. Mais ça nous permettait derrière d'être moins soft. Et je le remarque, c'est dès que je rentre chez mes darons et que, petit écart, bon, bah, on mange un petit dessert au chocolat et tout. Vas-y, bon, bah, on traîne, on regarde un film ce soir. Bah, le lendemain, je suis incapable de bosser, j'ai trop la flemme, genre. Par contre, je vais m'enfermer à Orsières pour faire du montage. Donc, Orsières, c'est une station de ski. Et tout ce que je fais de mon quotidien, c'est je mange ultra fit, je m'entraîne en fin de journée et je me lève méga tôt pour faire du montage. À aucun moment, j'ai envie de procrastiner. Parce que j'ai tout qui est méga carré et tout, et il n'y a rien de soft. Et c'est pour ça que je dis en rigolant, donc j'assume, c'est moi. Les femmes, ça rend soft, par exemple, parce que du coup, c'est un peu. Ça peut être dans l'autre sens, c'est juste que j'ai pas l'exemple. Je suis pas une meuf, donc je peux pas donner l'exemple. Je peux pas dire les hommes, ça rend soft les femmes, tu vois, mais. Les femmes, ça rend soft les hommes, parce que du coup, t'as plus la dalle de aller conquérir une femme qui est genre juste un réflexe de survie. Il n'y a rien de misogyne là-dedans, il y a rien de. En fait, tout ça, c'est beaucoup lié à, pour moi, aux théories sur l'évolutionnisme. C'est qu'on est toujours. On a toujours les mêmes réactions chimiques, les mêmes hormones, etc., que nos ancêtres qui devaient chasser et cueillir pour manger. Tu vois. Le problème, c'est que quand on fait des trucs trop soft, donc il y a des temps forts, bah, ça nous rend méga faibles parce que on a les hormones qui sont complètement qui sont complètement déréglées, quoi. Genre la dopamine, tu vois, par exemple. Et donc dormir sur le sol, prendre un bain froid, mais ça peut être manger bien, pas manger de sucre. Ah oui, tu fais pas d'écart, tu fais attention à ce que tu manges. Bah oui, parce qu'après je remarque que ça me rend soft, surtout après j'ai la flemme de tout. Instagram, pareil. Voilà, ce que c'est ma vision là-dessus. Donc, les temps forts, ça peut être aussi à l'échelle micro. Et je veux en rediscuter avec Bouzik parce que je veux avoir sa vision. Il a lâché juste la punch, il a dit « Ah, ça me parle ce truc-là ». J'aimerais bien savoir dans quelle situation, sous quel axe ça lui parle, tu vois. Et ensuite, putain, c'est assez cohérent. Lundi, on est allé au cinéma avec Thomas. Prochaine idée. Et on est allé voir Mad Max Furiosa. Alors, je savais pas du tout à comment m'attendre. J'ai pas vu la bande d'annonce, j'ai jamais vu Mad Max. Juste, on s'est dit, on n'a rien à faire l'après-midi, on doit attendre pour notre Airbnb. Je dis, viens, on va au cinéma, on regarde le premier film qu'il y a, tac, et voilà. Et un truc que j'ai retenu de ce film, c'est que je veux pas faire de spoiler, tu vois, genre, on s'en fout un peu de l'histoire. Si vous l'avez vu, ça va vous parler, sinon, ça va vous parler peut-être quand même. Mais pour faire très simple, il y a une fille qui perd sa... Si je vais spoiler, ça n'a pas forcément d'importance que je raconte l'histoire. J'ai pas spoil, s'il y en a qui l'ont pas vu. Bref, dans ce film, ce que je me rends compte, ils sont au milieu du désert et ils galèrent tous à trouver à manger, à boire, du pétrole, etc. Donc leur seul goal au final, c'est la survie. Et tu te rends compte que ceux qui s'en sortent le mieux, donc l'héroïne par exemple, c'est qu'elle a le plus de compétences de survie. Elle, par exemple, elle sait se battre, donc ça lui sert. Par exemple, elle sait comment fonctionne une moto, genre. Alors que c'est une kids, mais elle sait que si elle trouve tel durite, il n'y a plus d'essence qui va dans le moteur, donc la moto s'arrête. Alors que, je sais pas, au tout début du film, elle a peut-être 8 ans, genre 10 ans. C'est dingue. Et plein de compétences comme ça. Relationnel pas tant, parce qu'elle parle pas. Mais, en tout cas, elle sait se débrouiller. Et elle sait lire les étoiles. Ah oui, très important, elle sait lire les étoiles. Ça, c'est une dinguerie. Parce qu'elle vit dans le désert. Donc, il n'y a pas de route. Et tu te dis, c'est quoi le plus important pour pouvoir s'orienter ? Savoir lire les étoiles. Et en fait, elle a vraiment... Tu regardes le film, pour moi, c'est qu'elle réussit mieux que les autres parce qu'elle a maxé des compétences de survie. Et donc, il y a un autre personnage assez important. Lui, il a maxé... c'est un leader d'un groupe. Et lui, il a maxé ses compétences de leadership. Et tu le vois, c'est que il déclame des discours méga clichés, genre, mais où il arrive à amener les gens avec lui. Et donc, ça permet que les gens
le suivent, tu vois, le suivent à mort, etc., lui donnent tout, son dévouent à lui, parce que lui, il a maximisé sa compétence de survie de prendre la parole en public, raconter des histoires pour engager les gens avec lui, tu vois. Elle a maximisé ses compétences de survie sur se repérer dans le désert, se battre, savoir comment s'alimenter, enfin plein de trucs comme ça. Et donc tu dis, c'est là où tout prend un sens sur be so good they continue you, tu vois. Si t'es tellement bon, si t'es super bon, forcément tu vas pouvoir réussir dans ta vie. Et comment appliquer ça dans la vie d'aujourd'hui, tu vois. Parce que là, donc on est dans un film, dans la vraie vie, on s'en bat un peu les couilles de savoir lire les étoiles, quoi. Enfin, c'est pour être stylé. En vrai, quand je vois ce film-là, ça me donne envie, de savoir lire les étoiles. Aujourd'hui, c'est quoi qui permet de jouer au jeu de la vie le mieux possible ? Quand on regarde la société, on est sur une société globalement régie par l'argent. Donc, le meilleur moyen de jouer au jeu, de survivre aujourd'hui, c'est d'être capable de générer de l'argent. Donc, c'est maximiser ses compétences sur savoir générer de l'argent. Donc, ça peut être vendre. Globalement, c'est vendre, en fait. Voilà. Et donc, pour moi, que elle sache se battre et lire des étoiles, dans une autre société capitaliste, je dis pas que c'est bien ou mal, je dis pas c'est de la merde de savoir vendre, c'est de la merde le capitalisme, ou c'est trop bien, nanana et tout. Non, je dis juste le jeu c'est ça actuellement. La problématique que tout le monde a, je dis pas pour être heureux, hein. Encore une fois, c'est vraiment tout à prendre avec des pincettes. Je dis juste que pour survivre, et encore on peut survivre sans argent, mais si on joue au jeu actuel, les compétences à maximiser, pour moi, quand je fais le lien, c'est maximiser de générer de l'argent. Donc ça peut être, il y a plein de manières, tu vois, mais globalement c'est surtout de la vente. Et par exemple, faire du média, ça permet de générer de l'argent, tu vois, savoir faire. Aujourd'hui, on est beaucoup dans une société de consommation, donc consommation aussi média, etc. Voilà. Je veux pas trop m'étaler là-dessus, faites votre propre interprétation de ça. Moi, j'ai interprété avec forcément une interprétation assez business. Mais ça peut être d'autres compétences de survie. Je sais que j'ai des potes, ils ont fait des trips sans argent et ils sont capables de vivre sans argent, donc c'est pas réellement une compétence de survie. Là, ce serait plus savoir parler, tu vois. Savoir communiquer, échanger et tout. Mais bon, ça leur permet quand même d'avoir de l'argent qui est un moyen de survivre, tu vois. Enfin, même si c'est pas de l'argent directement, mais un toit, de la bouffe, etc. Genre l'argent, c'est juste un moyen d'échange parce que on peut pas faire du troc tout le temps, tu vois. Je peux pas échanger une vidéo contre des bananes ou des pommes. J'échange une vidéo contre de l'argent et cet argent contre des pommes. Bref. Et prochaine idée que j'ai notée, c'est fou parce que cette idée-là, enfin toutes ces idées-là, je les ai notées à des temps d'écart monstrueux cette semaine, enfin à 3-4 jours d'écart. C'est que ce qui compte, c'est pas l'argent que tu as sur le compte en ce moment, mais le potentiel que tu es capable de générer. Donc forcément, ça peut s'appuyer sur ce que tu as déjà généré pour arriver à montrer, j'ai déjà généré ça, donc je suis capable à nouveau de le générer. Ça, c'est pour potentiellement se rassurer si tu es dans une période où en revenu personnel t'es pas spécialement haut, et surtout se dire que c'est pas ce qu'il y a sur le compte qui compte, ou c'était pas très beau comme tournure, c'est pas ce qu'il y a sur ton compte bancaire qui est important, c'est quelle est ta capacité à générer à nouveau cet argent. Voilà, et vraiment voir cet argent comme un flow, tu vois, donc, comme dans la compétence de survie, et pas comme quelque chose de fini, parce que l'argent, si tu l'as plus, si tu es capable de le régénérer, c'est pas un problème en fait de plus l'avoir et de le dépenser, etc. Voilà. J'ai pas envie de trop m'étaler sur la partie business, juste j'ai ces idées-là qui me sont passées par la tête, et c'était plus en mode de pas juger quelqu'un à l'argent qu'il fait à l'instant T, si il est dans une phase de croissance personnelle sur ses compétences annexes, qui sont pas liées directement à générer de l'argent aujourd'hui, mais plus, ok, grâce aux compétences que là il est en train de développer, à long terme, il va pouvoir faire vraiment des dingueries avec l'argent qu'il va pouvoir générer dans peut-être plusieurs mois, plusieurs années, etc. Mais on s'en fout. En fait, ça sert à rien de le juger aujourd'hui. Enfin, dans tous les cas, ça sert à rien de le juger, mais d'avoir un avis sur une personne en fonction de l'argent qu'il a aujourd'hui sur le compte. Ce qui compte réellement, c'est qu'est-ce qu'il va être capable de générer comme argent plus tard. Genre. Ou aujourd'hui, tu vois, quel argent il est capable de générer. Bon. Vous avez remarqué, j'ai essayé de diviser ce podcast pour qu'on soit un peu cohérent en plusieurs parties qui s'enchaînent pas trop mal. Donc au début, on parlait plutôt vidéo. Là, on a parlé business. Et
comme d'hab, on finit avec une petite partie spiritualité. C'est vraiment un axe sur lequel je pense je vais en parler chaque semaine, parce que chaque semaine j'ai des idées là-dessus, que ça me parle pas mal. Et justement, avec les idées que j'ai notées aujourd'hui, à chaque fois, en ce moment, je vous explique plus. Bah si, j'explique comment je mets ça en place et surtout qu'est-ce que ça apporte. Voilà. Parce que c'est trop bizarre, mais j'ai l'impression que genre la spiritualité, c'est soit pour des babos dreadeux, tu vois, genre, mais pas trop pour des mecs qui créent, qui génèrent, qui veulent le faire et qui font de l'argent, tu vois, ou des entrepreneurs. Alors que pourtant, avec les réflexions que je me suis fait cette semaine, ça paraît méga cohérent en fait d'avoir la spiritualité dans sa vie quand t'as ton entreprise et quand tu fais des vidéos, tu vois. Pour rester sur cet axe-là, mais quand tu crées des choses et quand t'as un business. Quand je dis spiritualité, pour moi j'englobe tout. Ça peut être la méditation, le yoga, la philosophie, des prières, etc. J'utilise ce mot-là parce que ça pourrait être une religion, tu vois, mais c'est le mot qui me paraît être le plus large, quoi. Voilà. C'est que, donc, je vous ai dit que je suis retourné dans la wildlife. Donc, depuis quelques mois, j'étais beaucoup au château des entrepreneurs. Et donc, on est quand même dans une vraie bulle entre mecs déter, entre mecs avec le mindset, entre mecs qui essayent de progresser, de devenir meilleurs, se libérer de son ego, faire les choses pour les bonnes raisons, faire les choses par amour, etc. Et là, c'est quand même un beau défi de revenir dans la wildlife. J'ai l'impression qu'on me teste tout le temps, genre. Parce que tout le monde essaye de prouver, je sais pas quoi, que cherche des biais de confirmation par rapport au château, en fait. Comme ils voient le château des entrepreneurs, ils sont en mode « Ah, ça va le rendre avare d'argent, il va faire beaucoup d'oseille pour gagner plus d'argent. » Alors que c'est toujours pareil, mon seul goal, c'est de maximiser l'aventure personnelle, l'aventure et pas le revenu personnel. Donc avec le château, si on a des visions comme ça, c'est juste qu'on sait que c'est le moyen qui nous permet. Et pourtant, et c'est ça depuis le début en fait. Depuis que j'ai commencé la vidéo, quand j'ai commencé, que j'étais étudiant, je voulais gagner l'argent pour faire des clips avec mes potes, avoir une meilleure caméra et plus de moyens et de temps à dédier aux clips que je faisais avec mes copains. Maintenant, c'est faire des films, tu vois, documentaires. Mais au final, c'est toujours la même envie et la même direction. Et j'ai l'impression qu'on me teste et de devoir tout expliquer et justifier, tu vois. C'est pas grave, c'est le jeu. Comment j'essaie de l'appréhender, c'est d'être plutôt dans l'acceptation, tu vois, et de lead the way, tu vois, genre d'être en mode, les gens ils comprennent pas, c'est pas grave, moi je sais pourquoi je fais ça. Je sais pourquoi il y a certaines choses que j'applique, genre par exemple, je sais pas, faire des trucs plus hard et arrêter d'être trop soft. Genre les gens comprennent pas pourquoi je supprime Instagram, tu vois, et j'essaie de lead the way là-dessus. Et je sais pas, la dernière fois j'ai fait une séance de yoga, j'étais un peu gêné, je le fais dans le jardin de chez Benji, et je sais que je l'ai fait parce que je me sentais émotionnel, je me sentais trop émotionnel. Je sentais que j'étais trop dans la réaction, et voilà, après avoir testé ça pendant quelques semaines au château, j'ai remarqué que se connecter à soi, à travers, voilà, il y a plusieurs choses, ça peut être de la méditation, moi je le fais à travers du yoga, ça peut être à travers, genre aller courir, etc., enfin faire des prières, il y a plein de moyens. Des affirmations positives. Ça permet de se reconnecter au soi. En fait, ma vision globale là-dessus. Donc voilà, là c'était pour ancrer ça dans le quotidien. Et donc oui, je veux juste lead the way avec tous ces trucs-là. Et le seul moyen, c'est que les résultats prouveront. En fait, si tout ce que je commit là en public, ça marche, bah en fait c'est juste ça qui compte, tu vois. C'est pas est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que j'avais raison, on s'en fout en fait. Même quand je crois que je l'ai dit dans un podcast, oui, je veux que notre projet avec Benji marche pour leur montrer que j'avais raison. Mais c'est pas avoir raison pour avoir raison. C'est genre juste que les résultats, ils prouvent que j'ai une vision qui est bonne, tu vois. Et c'est pas par ego d'avoir raison, genre, c'est juste que ça donne une preuve que j'ai une vision correcte là-dessus, tu vois. Et qu'il n'y a que en faisant et en ayant des résultats qu'on pourra l'avoir. Bon, ça c'est pour ancrer dans la réalité. Maintenant, à quoi ça nous sert tout ça ? En fait, le constat c'est qu'aujourd'hui, un des aspects qui est le plus important quand on entreprend des choses, mais même entreprendre ça peut être juste faire une vidéo, c'est notre jugement.
c'est réfléchir correctement, avoir une bonne vision. Et je vous disais, je suis matrixé par la vision, nanana, etc. Et en fait, c'est que la plupart du temps, ce qui nous empêche d'avoir un bon jugement, c'est un brouillard mental. Souvent, quand on prend une mauvaise décision, on ne se rend pas compte qu'on prend une mauvaise décision. Mais le meilleur moyen de savoir si on prend une mauvaise décision, c'est de se dire, est-ce qu'en ce moment, je suis dans un brouillard mental ? Moi, je le vois dans ces podcasts, mes épisodes préférés, c'est ceux où j'ai le plus de clarté d'esprit et le moins de brouillard mental. Et souvent, c'est quand j'ai fait, par exemple, pas mal de routes avant, donc ça m'a permis d'avoir les pensées qui se libèrent, ou bien que j'ai, par exemple, à l'inverse, quand je suis stressé, que je suis pas bien, que j'ai les idées qui sont pas claires et tout, je trouve que ces podcasts, ils sont pas ouf. Et ça altère pas mal mon jugement, ma vision et ma manière de parler notamment. Et en fait, à mes yeux, la spiritualité, c'est vraiment pour se libérer de l'ego, de la peur et du moi, en fait. De ce truc où on veut prouver aux autres, j'ai pas mal parlé de prouver au début de l'épisode, de faire les choses par peur, tu vois, par ego, etc. Et à l'inverse, du coup, de se reconnecter au soi, donc à l'amour, tu vois, faire les choses par amour. Donc le soi, ça peut être notre âme, ce qu'il y a au plus profond de nous, et qui est pas qui est pas l'ego, qui est pas notre avatar en fait. Le soi, c'est ce qu'on est au plus profond. Le truc, c'est que quand je retourne là dans la wildlife, j'ai l'impression de courir comme un poulet sans tête. Et c'est dur parce que du coup, je manque de déconnexion aux autres. Je suis tout le temps avec des gens. Ces gens ont un impact sur moi et m'influencent. Forcément, on est la moyenne des gens qui nous entourent, mais parce que leur ego est confronté à mon propre ego et du coup, je construis mon propre ego par rapport à eux. Et je manque de me déconnecter. Et en fait, se déconnecter des autres et se retrouver plus avec soi, ça permet de se reconnecter au soi. Et en fait, ça, c'est pas en mode je vais y arriver une fois et c'est pour la vie. C'est un travail de H24 jours. C'est un travail d'une vie. D'arriver à rester reconnecté au soi. Et bon, là pour l'instant, ça paraît peut-être un peu abstrait. C'est vraiment, j'essaie juste de différencier l'avatar de ce qu'il y a au fond de soi, tu vois. Et pour moi, la spiritualité, donc encore une fois, méditation, yoga, prière, philosophie, affirmation, peu importe, c'est juste un outil pour se connecter au soi. Pour se connecter à ça, se libérer de son ego, de ses réactions émotionnelles. Si je peux donner un exemple, c'est que par exemple, le déclic que j'ai eu, c'est que au Dakar de cette année, j'étais terrifié. Genre, j'avais l'ego qui a pris le dessus complètement. On en a parlé avec Nico, il disait je t'ai pas reconnu, genre. Parce que j'avais peur et que j'étais complètement déconnecté de moi et que j'étais juste je subissais le truc. Et j'étais un être ultra émotionnel dans la réaction, tout le temps dans la réaction. Et la spiritualité, c'est un outil que j'ai remarqué aujourd'hui qui me permet de se reconnecter au soi, dans l'acceptation des soi, des autres, du monde. Et là où c'est important, je trouve que en fait c'est important donc pour l'art et pour le business. Parce que ça permet en fait de faire les choses pour les bonnes raisons et pas de les faire par ego. Par ego ou par peur, etc. Et en fait de prendre les bonnes décisions au final. Du coup, sans être dans la réaction, sans être en réaction à ses propres émotions. Dans l'art, ça permet de faire un truc où tu fais ton œuvre parce que ça te parle en fait, par amour, tu vois, pour donner et tout. Et en fait, la spiritualité, ça permet juste de se reconnecter au soi pour créer le truc le mieux possible, mais pour les bonnes raisons aussi, tu vois. Quand je dis les bonnes raisons, voilà, c'est, pour moi, faire les choses pour les bonnes raisons, c'est pas faire les choses par ego. Et dans le business, c'est la même chose. Quand on prend des mauvaises décisions, qu'on a du brouillard mental, souvent, c'est qu'on est dans l'émotionnel, qu'on est dans l'ego, qu'on a peur. Souvent, c'est parce qu'on a peur. Et la spiritualité, c'est pas genre un miracle, c'est juste un outil. Il y en a plein d'autres, tu vois, genre, je sais pas, aller courir, ça permet de se reconnecter à soi aussi. Et la spiritualité, c'est un outil qui permet de se reconnecter à soi pour prendre des bonnes décisions business. Et je trouve que c'est vraiment... Alors, il y a sûrement plein d'autres aspects, genre dans les relations aussi. L'ego peut tuer des relations, peut tuer notre relationnel avec les gens, tu vois, genre être en réaction à ce que nous disent les gens, au lieu de juste accepter et se dire, ok, il projette sa propre image de lui sur moi, donc c'est pour ça qu'il me dit ça. Donc dans la création et le business, moi je fais le lien avec l'art et le business parce que c'est un peu cet axe-là que je vais aborder dans le podcast.
Mais ça peut être dans plein d'autres domaines, en fait. C'est plus que notre prise de décision de n'importe quel domaine est affectée par nos émotions et notre ego. Et dans des épisodes précédents, je vous parlais pas mal de faire des systèmes pour turn pro, tu vois, pour arrêter de jouer à l'amateur et surtout ne plus subir ses émotions. Et en fait, au final, si t'es aussi détaché de tes émotions un peu plus, tu vois, je dis pas de choisir en fait lesquelles tu veux ressentir, tu vois, c'est pas ne plus sentir d'émotions et être plat, c'est juste choisir quelles émotions tu as envie de ressentir et ressentir à fond les émotions que tu as choisies. J'ai envie de ressentir la tristesse, je les ressens à fond, mais je ne suis pas de la tristesse, je suis pas triste, je ressens de la tristesse. Et bref, je me suis perdu. Et voilà, la spiritualité, c'est juste un outil. Et ça me permet de vraiment pouvoir aller peut-être plus loin, plus deep dans toutes ces choses et être plus performant, encore une fois, dans le business, dans la création et dans notre vie. Parce que si au final le plus important c'est la vision, donc le plus important c'est de prendre des bonnes décisions et donc c'est de se mettre dans des conditions où on prend des bonnes décisions et on fait pas n'importe quoi. Bon, c'était pas mal ça. Retour dans la wildlife, partie 1. Je vais vous les laisser là-dessus. Moi demain je pars en tournage pour la Sardaigne. Merci à tous pour votre écoute. Pensez à vous abonner et à laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. Pensez à liker sur YouTube et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de cet épisode. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était Clément pour Story First. À bientôt.